Vous le savez, comme tous les dimanches, cette émission ce dimanche encore admet l'interactivité. Vous pouvez donc réagir par SMS au débat ce dimanche au 695 38 79 46, 695 38 79 46 ou au 651 94 11 31, 651 94 11 31. Cyril Sambaka, vous êtes le vice-président de l'Union de l'UDC, j'y arrive très ému ce matin, l'Union démocratique du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche, Cyril. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Déjà, vous voyez, ça fait un bon bout de temps que vous ne l'avez pas fait. Je suis là ce matin, le lapsus, il est acceptable parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Juste à côté de Cyril Sambaka, le vice-président de l'UDC, on a Lazare Kolian qui, ce dimanche, est le porte-parole de la dynamique septentrionale du Cameroun. Lazare Kolian, bon dimanche. Bonjour et merci de convier la dynamique septentrionale du Cameroun à ces échanges. La dynamique septentrionale, c'est une association vraiment triée qui a sa base à Douala, mais qui est une association qui a pour vocation d'asseoir ses activités sur le plan national. Je rappelle que vous êtes un journaliste émérite et qu'on ne présente d'ailleurs plus pour ceux qui connaissent ce secteur depuis plusieurs années. Je voudrais également présenter Jean-Baptiste Ketchantin qui est là ce dimanche pour le compte du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Jean-Baptiste, bon dimanche. Bon dimanche à vous et à tout le monde. À côté de Jean-Baptiste, César Honoré Ngomo aura la lourde responsabilité de représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce dimanche. César Honoré, bon dimanche. Bon dimanche Yves, bon dimanche à tous mes copanélistes, bon dimanche à tous les spectateurs qui se donnent la peine de nous suivre ce dimanche et un bon dimanche spécial à toute la jeunesse camerounaise, en particulier celle de Douala 3D. Et pour boucler la présentation de ce panel ce dimanche, Jacques Maboula-Bouya, il est le président national de l'Alliance républicaine, le maire de Yabassi. Bon dimanche, président. Bon dimanche très cher et bon dimanche à toute la République et particulièrement bon dimanche à tous les copanélistes. Nous souhaitons partager dans l'intérêt du Cameroun toute la thématique qui a été prévue par LTM Télévision et nous espérons par ces pierres-là construire une nation. On va donc... Oui, allez-y, allez-y. C'est bon. Allez-y. Très bien. Je voudrais donc qu'on entre dans le vif du débat ce dimanche. Cyril Sambaka, on va peut-être commencer par l'actualité observée cette semaine et cette manifestation qui a finalement tenu, même si certains estiment que ça n'a pas tenu la promesse des fleurs, les manifestations du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui était impulsé par le sultan roi des Bamoun, avec finalement cette question au sortir de cette mobilisation-là. Est-ce que l'on a perdu de face l'importance des traditions africaines à travers cette mobilisation qui a suscité une véritable levée de bouclier? Je dois dire que jusqu'à présent, je m'interroge pourquoi ça a suscité de levée de bouclier. Une manifestation, quoi de plus normal dans un pays où il y a la démocratie. Le problème qui se pose, c'est que la démocratie est verrouillée au Cameroun. C'est pour cette raison principale que la majorité des gens se disent mais pourquoi est-ce que les uns ne peuvent pas faire et les autres le font? Pourquoi on mobilise tout le pays, on mobilise toute l'armée pour protéger les uns et on met l'armée pour chasser les autres? C'est ça la question de fond, la question fondamentale aujourd'hui par rapport à cela. Mais sinon, moi j'ai été surpris et pas tellement parce que je sais qu'actuellement, le Cameroun est à la croisée des chemins et que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous éloigner des vrais problèmes du Cameroun. Le Cameroun a besoin de solutions à ces problèmes. Mais on nous éloigne avec des divertissements de ce type, des mobilisations qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'un parti politique a le droit de se retrouver. Moi, je pense que ce que j'ai aperçu, c'était un espace qui était affecté à ce parti politique. Parce que, évidemment, c'était un meeting à haut risque. Parce que souvent, on a parlé des refus de manifestations parce qu'il y avait des risques. Mais je pense que depuis que nous faisons des manifestations au Cameroun, ça c'était la manifestation qui avait le plus de risques. Parce que dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, en ville, partout on en parlait, comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi je pense que si le NDPC a le droit
de faire des manifestations. Tous les autres partis aussi ont le droit de faire des manifestations. Mais le problème au Cameroun, c'est les 2 poids 2 mesures. Et puis il y a un autre problème sous-jacent. Il y a un autre problème qu'on a constaté, c'est que on a étiqueté le chef des Bamoun. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que tous les chefs au Cameroun, hein, la majorité sont inféodés au parti, au pouvoir. N'est-ce pas? Ce sont des auxiliaires de l'administration. Et on n'a jamais été étonné de voir des chefs traditionnels, hein, être dans les manifestations. Nous avons vu les gouverneurs, les préfets, toutes choses que les partis politiques de l'opposition ne connaissent pas. Donc, vraiment, je pense qu'on est en train de nous éloigner vers l'essentiel de notre pays qui est en difficulté, qui doit sortir de ces difficultés. Chaque jour qui passe, un scoop sort, et puis ça prend 1 semaine, ça prend 2 semaines, et ce que nous devions faire pour sortir notre pays de ce marasme-là, on ne le fait pas. Donc je suis vraiment désolé, c'est quelque chose qui m'a paru suspect à la limite, parce que c'est pour faire perdre du temps aux gens. Jean-Baptiste, avez-vous le sentiment qu'on a pu observer la véritable fracture sociale au cours de ce meeting du RDPC? Bien sûr, on a bien vu que les organisateurs étaient bien à l'abri de la pluie et du soleil, et que la foule conviait à la manif pour faire semblant de susciter, bien d'avoir rencontré l'adhésion populaire à travers ce meeting. Cette foule-là, elle était sous la pluie et sous le soleil. C'est quelque chose de parfaitement inadmissible quand on dit qu'on veut élever les masses et montrer aux gens que la politique change la société. Quand on voit des meetings normaux, celui qui est sur la tribune, il est relativement sur le même plan que ceux qui sont dans la foule. Je ne dis pas que tout le monde doit être couvert, mais ces meetings où les gens viennent attendre des heures et les personnalités ressources viennent après des heures d'attente, ils sont tranquillement dans des zones plus ou moins agréables, et que la foule pour laquelle on prétend prendre la parole subit toutes les intempéries, sont la traduction parfaite de la manière dont, de la philosophie de ceux qui gouvernent nos pays. Les gens sous la pluie et sous le soleil, et une infime minorité de privilégiés à l'abri. Donc, c'est une image saisissante et réaliste de la situation dans notre pays. C'est dommage que mon prédécesseur Sambaka n'ait pas donné des exemples pour dire, parce que je suis d'accord avec lui que vraiment il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais il est important qu'on les dit, qu'on rappelle aux gens que le meeting du RDPC, vraiment c'est d'une banalité navrante. Pourquoi on doit se mettre à discuter de cela? Il y a des choses nettement plus importantes. La situation, la première étant la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est sur cela qu'on doit rencontrer les opinions. Pas des meetings ou des gens qui disent qu'ils sont, comment ils disent ça, soutien indéfectible pour le bien. Je ne sais pas comment un individu sensé peut dire qu'il donne un soutien indéfectible à un autre. C'est l'homme est par essence failli. Donc, revenons aux choses plus sérieuses, discutons des choses qui concernent notre pays. Ça, c'est plus important. César Honoré Gomo, avec ce meeting, certains ont au fait de dire que la politique et la tradition ne font pas bon ménage. Yves, il est important de le souligner. Tout à l'heure, à l'introduction de cette thématique, vous m'avez semblé dire que la promesse n'a pas tenu ses fleurs. Selon certains, je n'ai rien affirmé. Et tout à l'heure, mes 2 précédents intervenants semblent abonder dans le même sens. J'imagine que peut-être nous ne sommes pas dans la même République. Et bien avant cela, je voudrais d'abord ne pas enfreindre la règle. Nous sommes un parti de rassemblement. La première lettre de notre parti, c'est le rassemblement. Et en ce sens, nous rassemblons tout. Nous avons les bons, les très bons, les moyens et les mauvais. Et en cela, je ne vais pas me soustraire à la démarche qui est celle déjà, qui était celle qui a motivé la mobilisation d'hier. Vous êtes sans ignorer que notre pays est en train de traverser une phase très délicate. Et certains compatriotes de la région de l'Ouest se sont sentis au premier rang avoir piétiné les institutions.
Il était donc question, après avoir suivi les temps de part et d'autre, il était donc question autour de l'Ouest, avec toute son élite et des populations concernées, de pouvoir manifester et se désolidariser de ce qui s'est passé à Genève. Donc, vous êtes sans doute ignoré que l'Ouest a la deuxième personnalité de ce pays et la suite. Donc, on ne peut pas... nous sommes partis sur une mobilisation de 6 000. Nous avons dépassé le quota. Au chiffre exact que nous avons en notre possession, nous étions sur le terrain. Nous avons vu une mobilisation de près de 10 000 âmes pour cet événement-là. Et à la question de savoir, de privilégier ceux qui étaient à l'abri et ceux qui étaient sur la pluie et le soleil, je ne pense pas que nous allons recréer le Cameroun ou le monde à cet événement-là. Les événements de mobilisation, toujours, on ne peut pas avoir un espace qui peut contenir assez de monde, surtout lorsqu'il s'agit de foules. Et il était question, l'Ouest voulait démontrer et déjà présenter ses excuses à toute la nation entière. Parce qu'il est important de pouvoir souligner que lorsqu'on fait atteinte aux institutions, le président de la République, ce n'est pas le président du Sud, de son village, c'est le président du Cameroun. Et le Cameroun s'est senti humilié, s'est senti insulté. Il était donc question que cette région dont certains se sont sentis, qui se réclamaient, parce que nous avons vu des vidéos où on parlait en langue nationale pour faire appel à la haine et tout ce qui va avec. Il était donc question que les voix les plus autorisées de cette région-là puissent dire mot. Et cela a été dit, et cela a été martelé. Parlant de la politique, on ne saurait recréer notre champ politique. Tout est politique dans notre pays. C'est la politique qui élit les présidents, c'est la politique qui nomme les ministres, qui nomme les DG, qui élit les maires, qui élit les députés. Et il est important donc qu'on puisse prendre conscience qu'il s'agit de politique. Et de politique aujourd'hui, la politique n'est pas une question de certains. Il est important que l'Ouest puisse donner le ton, que malgré tout ce que vous avez subi, la République qui a été crénée dans la boue à Genève, nous désolidarisons de cette infime minorité, quelque peu, qui n'est pas de notre volonté. Certainement, il peut y avoir des brebis galeuses et il était question que la première élite se désolidarise de ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc, Yves, je ne veux pas me risquer dans le jeu des polémiques politiciennes, parce qu'il y a un problème d'éducation politique dans notre pays. Lorsqu'on a une thématique comme celle-ci, il est important de tirer des leçons et que cela plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été n'importe qui à la place de M. Paul Biya aujourd'hui, je pense que les autres 9 autres régions auraient eu la même réaction. Ce qui s'est passé hier, c'est un message des fils et filles de la région de l'Ouest qui ont voulu manifester leur solidarité aux institutions camerounaises, y compris son premier chef. Jacques Maboula, quel est le regard que vous jetez sur ce meeting, ce rassemblement du RDPC? Écoutez, ma réaction à ce meeting va avoir un volet purement politique, ensuite social et économique et traditionnel. Au plan politique, on constate que le président de la République, Paul Biya, qui incarne l'unité nationale et la cohésion nationale, qui a connu une liesse de joie et de ferveur à son accession à la magistrature suprême, connaît un phénomène inversé aujourd'hui à l'étranger. Au lieu de réagir politiquement en tant que cadre d'un parti politique, c'est une réaction qui illustre la rupture entre le chef de l'État et le peuple. On tribalise la situation. On donne l'impression que les Camerounais sont satisfaits et qu'un groupuscule de privilégiés ont le droit de se prononcer au nom du peuple. Parce que ce que moi j'ai vu, c'est ce groupuscule de privilégiés qui instrumentalise la souffrance du peuple. Au lieu de dire au chef de l'État, la réalité socio-économico-politique du pays est mauvaise. Il faille restructurer et redéfinir la gouvernance, remettre au cœur de la politique une décentralisation effective qui redonne de l'eau à boire à toutes les populations sans distinction, qui redonne l'énergie, l'éclairage public à tout le monde, qui rende accès à l'habitat, au travail
à la rémunération, à une couverture sociale minimale, qu'est-ce que l'élite fait? Elle sort, elle dit, nous de l'Ouest, comme si les problèmes qu'il y a à l'Ouest ne sont pas les problèmes qu'il y a dans le Cam, ne sont pas les problèmes qu'il y a dans le Mbam, ne sont pas les problèmes qu'il y a dans le Nord, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gens qui ne peuvent plus accéder à leur village parce qu'il n'y a plus un pont. Il s'agit de gens qui ne peuvent plus travailler parce que toutes les sociétés ferment. Il s'agit de gens qui ne peuvent plus valoriser leurs terres parce qu'ils n'ont pas l'outil approprié. Il s'agit de gens qui voient partir leurs ressources au quotidien. Et enfin, il y a maintenant l'autorité traditionnelle, à qui on a tout arraché. Les terres, les forêts, etc., l'honneur, et dont on instrumentalise aujourd'hui à des fins politiciennes. Je dis sincèrement, voulons-nous rétablir la confiance et la cohésion entre les Camerounais? Voulons-nous rétablir l'unité nationale? Ou bien voulons-nous partitionner le Cameroun en région de l'Ouest, en Nord, en extrême Nord, en littoral, en Est, en ceci, cela? Si c'est cela l'objectif, ils ont atteint leur objectif en disant que l'Ouest est un État qui s'est prononcé en faveur du chef de l'État. Et moi je dis, je suis pour l'unité nationale, mon attitude est différente. Je dis, il y a un problème au sein de la nation, asseyons-nous, discutons, pour rétablir l'unité nationale, la cohésion nationale, parce que parti tel que c'est parti, je suis sûr que c'est l'Est qui va parler demain, le Nord ensuite, etc. Mais on va éluder le problème de fond, qui est la souffrance d'un peuple. La souffrance d'un peuple qui dit que ce n'est pas les armes qui nous tuent, parce que ce qui tue le plus dans ce pays, c'est le BIC. Le BIC qui légitime des surfacturations, le BIC qui légitime des devis faits par des prestataires inscrits dans les marchés publics, le BIC qui légitime toute la dépense publique et fait du maire le pantin de la dépense publique. Et je dis, si on veut véritablement sortir de ce qui commence là, je l'avais dit en début de mandat, si on ne fait rien, il y aura implosion sociale. L'implosion sociale a commencé. Elle s'étend vers le nord-ouest-sud-ouest. Elle va aller à l'ouest. Elle va faire le tour de la nation. Et après, nous serons dans une situation irrémédiable. Le plus dur dans une république, c'est quand les armes sortent. Parce qu'il faut les récupérer ensuite. Et je dis aujourd'hui, les Camerounais réagissent pacifiquement. Ils disent, nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de lumière, nous n'avons pas ci et ça. Un groupuscule se transmet les intérêts de la République de père en fils. Et nous, nous sommes sur le banc de touche. Certains n'ont plus leur salaire et d'autres ont tous les privilèges. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Dites au président de la République, réformons et maintenant, faisons une décentralisation qui fasse en sorte que le Yabassien ne soit pas obligé de venir au camp Yabassi. Et qu'il puisse vivre chez lui, qu'il puisse avoir son terrain de football à proximité de son quartier. On a vendu tout dans ce pays. Vendu les stades, vendu tout ce qui pouvait permettre à un enfant de s'exprimer. Donc, vous voudrez qu'on se taise. À cette réaction-là, vous mettez des chefs traditionnels. Je dis, c'est une honte. Lazare Collion, au niveau de la dynamique septentrionale du Cameroun, est-ce qu'on a le sentiment qu'un retour aux sources s'impose au regard de la situation au Cameroun? Alors, permettez que je dise quelque chose très brièvement sur la DSC, qui est la dynamique septentrionale du Cameroun. Nous sommes une association apolitique, laïque, respectueuse des libertés républicaines. Nous inscrivons notre démarche dans le cadre de l'exercice légal des associations qui est régi par la loi de 90. Nous sommes certes implantés à Douala pour l'instant, mais nous avons une vocation à asseoir notre activité sur l'ensemble du territoire national. L'objectif premier étant effectivement d'aller puiser dans les valeurs ancestrales, coutumières, pour apporter des réponses aux problèmes des Camerounais, notamment des ressortissants de 3 régions septentrionales, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord et la Damawa, sans oublier la diaspora, celle que nous avons appelée la diaspora, c'est-à-dire l'ensemble des ressortissants de ces 3 régions qui sont établis dans la partie sud du pays. Alors, nous avons constaté un problème que les Camerounais d'ailleurs observent depuis des années. Nous sommes dans une paupérisation galopante. Nos régions sont les plus pauvres du Cameroun, ça c'est un fait. Le contexte
sécurité s'ajoute avec Boko Haram. Effectivement, nous n'allons pas dire que nous sommes mieux lotis par rapport à ce qui se passe dans le nord-ouest, le sud-ouest. Nous ne refusons personne, nous ne combattons personne. Nous voulons simplement dire que les jeunes du Nord qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, la jeune fille qui a de la peine à aller à l'école, les mariages précoces qui se font encore présents. Dans le cadre de la dynamique septentrionale, nous avons mis en place une organisation qui puisse apporter des réponses à tous ces problèmes-là. C'est d'ailleurs, peut-être de manière originale, au sein de cette association, nous avons un conseiller spécial au montage des projets pour effectivement créer des entreprises qui pourraient employer ces jeunes qui sont en déperdition, qui sont sans emploi. Maintenant, en tant que porte-parole de la DSC, le regard que je porte sur ce qui s'est passé à Bafoussam, c'était un regard de citoyen, d'abord respectueux des institutions. Je suis d'avis que, effectivement, lorsque la personnalité première qui incarne ces institutions, lorsqu'elle est offensée, lorsqu'elle est touchée, qu'on puisse la défendre. Nous nous inscrivons donc dans cette démarche républicaine. Nous pensons également que l'on n'a pas beaucoup fait la différence entre le sultan roi de Bamoun et le patron politique du RDPC dans la région de l'Ouest. Ibrahim Bombondjoua, qui n'est pas né de la dernière pluie en termes de politique, c'était un homme politique aguerri, il savait qu'en allant dans l'arène, il allait prendre des coups, même étant sultan, et donc il est préparé. Et je pense qu'en réalité, ceux qui on crie, j'allais dire pour rien, puisque en réalité le sultan c'est une homme politique, il sait et il savait depuis lors qu'il allait porter des coups pour ses activités politiques, même au niveau de ce sujet. D'ailleurs, on a vu quelqu'un qui se réclamait comme l'un de ses cadets faire une sortie qui d'ailleurs a été vite reprise par effectivement le communiqué du roi. L'autre point de vue que j'apporte, c'est de dire qu'en réalité, on a continué à stigmatiser l'homme de l'Ouest, et ça, moi, je n'approuve pas. Ceux qui ont manifesté à Genève, ce sont des Camerounais. Je n'ai pas connaissance que c'était des hommes de l'Ouest uniquement. Je pense que pour résoudre ce problème qui s'est posé, était par exemple, effectivement, si besoin de manifestation était, de l'organiser par exemple à Yaoundé et convier l'ensemble des Camerounais à dire non. Moi, je me rappelle d'une manifestation qu'une association a organisée à Yaoundé pour, j'allais dire, dénoncer Boko Haram. C'était pas à Maroua, c'était pas à Kolfata, c'était à Yaoundé. Tous les Camerounais s'étaient associés pour dire non à Boko Haram, à Yaoundé. Maintenant, les fils et filles de l'Ouest sont allés à Bafoussam, c'est bien, mais je pense que c'est encore mieux si les autres Camerounais étaient associés. C'est vrai qu'il y a eu quelques ministres d'autres régions à cette manifestation, mais je pense qu'on gagnerait à ne pas régionaliser, tribaliser ces questions, parce que même dans la déclaration de Bafoussam, on dénonce, mais j'ai encore vu des intrigues, parce que si on veut parler du vivre ensemble, de la cohésion sociale, évitons à chaque fois de faire du régime au faciès, de la flagellation régionale tribaliste. Voilà ce que je pense en tant que citoyen de tout ce qui s'est passé hier. Et j'imagine que ça pourrait contaminer d'autres régions, parce que le président de la République qui a été touché n'est pas seulement le président de la région de l'Ouest. Cyril Sambaka, il y a quand même une question en toile de fond derrière ces manifestations, et Lazare l'évoquait tout à l'heure, la question de la consolidation du vivre ensemble. Nous sommes dans des sociétés africaines et on sait que la solidarité est le propre de l'Africain, mais à travers tout ce qui se déroule depuis la période post-électorale au Cameroun, on sent une sorte de fissure. Oui, vous allez comprendre très rapidement que c'est bien beau de mettre l'homme au pouvoir, mais je crois que les limites sont atteintes. C'est-à-dire que l'imagination, l'inventivité ne peut plus fonctionner. Et en plus de cela, les gens restent sur des positions de privilège. Le monde bouge, mais eux, ils ne veulent pas bouger. Donc, en réalité, quand on parle de vivre ensemble,
c'est encore une grosse moquerie. Le vivre ensemble ne se décrète pas à Yaoundé. C'est pas à Yaoundé qu'on fait le vivre ensemble, c'est dans nos communes. Nous avons vécu cela étant jeunes. On allait au lycée de Newbel en face là. Pourquoi est-ce qu'à Newbel, partout, les gens parlaient Douala, parlaient Ondo, parlaient Bamileke? C'était parce qu'ils se retrouvaient. Les gens se retrouvaient le dimanche. On dansait le benskin, le sewe, etc., etc. C'était le bal populaire. Nous étions encore tout jeunes. Tout cela a volé en éclats. Maintenant, on nous parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est ce que l'ancien président de la République avait commencé suite au comice agro-pastoral. Il avait mis un projet pilote dans le CAM. Le maire de Yabassi en face de moi. C'était en Kondjo, où les gens sont partis de toutes les régions. On leur a donné des terres. On les a accompagnés dans ce projet pilote. On a mis en place une société qu'on a appelée Sodenkamp pour encadrer. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Et cela ne se fait pas à Yaoundé. Cela se fait sur le terrain. Donc, à partir du moment où nous voyons des hommes politiques prendre le micro, parler du vivre ensemble, sans mettre en place les mécanismes du vivre ensemble, ça pose un problème. On a mis une commission pour le vivre ensemble national, on a vu jusqu'où c'est arrivé. Donc, on instrumentalise les ethnies. Nous venons d'échapper, pour dire les choses clairement, nous venons d'échapper à une guerre civile, à partir de l'Ouest. Il faut le dire, parce que chaque fois qu'on sous-estime les prises de position politiques des gens au pouvoir, on a l'impression qu'il y en a qui sont nés pour être des maîtres et les autres des esclaves. Et ils sont contraints de supporter tout ce qu'on peut leur faire comme misère. Non. Vous savez, c'est quelqu'un qui disait qu'en Palestine, à force de souffrir, à force d'être maltraités, certains ont fini par mettre des bombes sur eux et exploser avec eux. Les kamikazes. Si nous allons au Japon, c'est la même chose. Les kamikazes. Parce que il n'y avait pas moyen de s'exprimer. Il n'y avait pas moyen de s'épanouir. Le peuple aujourd'hui a besoin de l'épanouissement. Les politiques doivent présenter des projets d'épanouissement. Tant que nous allons continuer à penser que certains sont nés pour gouverner et que d'autres pour être leurs esclaves, ça ne va pas marcher. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de progrès social, il n'y aura pas de progrès économique, les entreprises vont fermer, les Camerounais vont devenir de plus en plus pauvres et il y aura explosion. Quand ça se passait au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, il y a 3 ans, on pensait que c'était la rigolade et qu'on pouvait étouffer ça par la force de la loi, par la force du pouvoir, par les armes. Aujourd'hui, ça s'enlise. Et je dois dire que, fort de cette expérience, dites-moi honnêtement, quelque chose qui s'est passé à Genève, on a oublié. Qu'est-ce que les gens ont à soulever, mobiliser des gens pour cela au Cameroun? S'ils s'étaient bien occupés de leur population, si ces chefs traditionnels, si ces membres du pouvoir s'étaient bien occupés de leur population, ils auraient besoin de cela. C'est de ça qu'il s'agit. On veut juger les gens qui prennent des responsabilités sur leurs actions. On ne peut pas juger, on ne peut pas dire que celui-là est né pour nous, pour maltraiter les autres et les autres doivent se taire. Ce temps est passé, mais moi je dois rappeler que pendant que le Cameroun est à la traîne, pendant qu'on continue à nous faire croire qu'il ne faut pas s'asseoir autour d'une table pour redéfinir où on va, les autres pays sont en train d'avancer. Le Cameroun produisait, après les indépendances, 10 fois plus de cacao, de café que la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, en Afrique, la Côte d'Ivoire produit le plus de café que tous les restes des autres pays. Il faut que nous fassions très attention. On ne peut pas avoir un pays comme celui-là, où tout le monde peut trouver son compte, et que les gens confisquent tout, et que les autres n'ont rien. Nous sommes sortis de la colonisation. Nous devons entrer dans le développement. Et ce qui s'est passé à l'Ouest,
c'est même une guerre tribale qui a failli aussi être prononcée entre les Bamileke et les Bamoun. Vous comprenez? Parce que la deuxième personnalité du Cameroun est Bamileke. Le patron du RDPC est Bamileke. Mais on a tout focalisé sur un Bamoun qui est chef traditionnel et qui avait ses collègues chefs traditionnels dans la tribune. Vous comprenez? Donc, ce sont des petites choses, quand on ne lit pas entre les lignes, on a l'impression que c'est rien. Mais non, cela suscite un certain nombre de choses et c'est pour ça que vous avez vu les gens sortir et dire n'importe quoi. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ces soutiens-là, on l'a fait à Douala il y a quelques jours, on le fait partout au Cameroun, mais on a fait le focus sur l'ouest du Cameroun. C'était à quel dessein? J'en sais rien. Mais ceux qui ont initié ça, ce sont les gens qui sont partis au pouvoir. Et ils ont une réplique de cette diaspora, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas les Bamileke, c'est une diaspora qu'on appelle basse, qui a posé des actes que nous avons condamnés tous. Quand nous avons vu les ambassades cassées et autres, ce n'est pas digne des Camerounais, n'est-ce pas? Mais en même temps, on ne s'est pas posé après avoir condamné, mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Parce qu'il faut d'abord condamner, et ensuite se poser, s'interroger, se dire pourquoi en sont-ils arrivés là. Peut-être si on s'était posé cette question, on devait commencer à dialoguer et à les raisonner pour que eux, ils comprennent, peut-être qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils commencent à comprendre ce que c'est que la politique et les limites qu'il ne faut pas franchir. On n'a pas fait cela, on est parti dans un soulèvement, et dans des injures, etc. etc. Jean-Baptiste, dans les traditions africaines, il y a que, généralement, lorsqu'il y a de telles frustrations évoquées brillamment par Cyril Sambaka, il existait ce qu'on appelait l'arbre à palabre. C'est une solution qu'on évite d'utiliser au Cameroun. Sauf que l'arbre à palabre de nos traditions anciennes n'existe plus. L'arbre à palabre... On ne peut pas s'en inspirer au regard de la... Bien sûr qu'on peut s'en inspirer, bien sûr. Mais il ne faut pas fantasmer sur l'Afrique ancienne et faire croire que c'est la même Afrique que nous vivons. Non. Nous vivons une Afrique totalement transformée. Nous sommes dans un monde totalement différent de celui que nos ancêtres ont connu, à divers points de vue. Si on prend simplement l'environnement économique, les enjeux ne sont plus les mêmes. Il y a des classes sociales qui apparaissent, qui existent depuis plus d'un siècle en Afrique. Il y a des gens qui ont des intérêts divergents tout en étant de la même communauté. C'est pour cela que c'est totalement inacceptable d'entendre des propos du genre « ouais, l'Ouest est désolidarisé » ou bien, comme dit M. Mbaka, que ça aurait pu causer la guerre entre Américains. Non, c'est des classes sociales qui s'affrontent. C'est des groupes sociaux avec des intérêts totalement différents et en général antagonistes qui sont en une... Si on n'explique pas ça au Cameroun, on va pas comprendre pourquoi certains se sont attaqués au sultan, d'autres se sont attaqués. C'est des gens qui ont des intérêts à défendre. Ils ont trouvé malin et efficace d'instrumentaliser l'origine ethnique des protagonistes de la bagarre de Genève pour faire leur meeting. C'est à nous, responsables politiques, d'expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas effectivement d'une querelle ethnique. Parce que l'Ouest n'est en rien concerné, contrairement à ce que dit le représentant du RDPC. L'Ouest n'est en rien concerné par la bagarre de la base et du pouvoir. Pas du tout. Je ne vois pas en quoi est-ce que le citoyen lambda, que ce soit à Fumban, que ce soit à Tchang, à Bafang ou à Banjul, est concerné par une telle bagarre. En quoi? On ne voit pas. Il faut ramener la question là où elle devrait se disputer entre des gens qui veulent accéder rapidement au pouvoir en remplaçant M. Biya et qui sont du même camp que lui, et M. Biya et ses supporters qui disent non. C'est là où se trouve le débat. Donc, lorsqu'on le déplace et on prend la coloration ethnique pour en faire le fondement du problème, on perd complètement le nom. Il n'y a pas, dans l'attitude de M. Niat et tous ceux qui étaient avec lui là-bas, ils ne représentent pas l'Ouest. Ils représentent leurs camarades. Donc, le mélange de gens où des gens font un meeting politique au nom d'un parti et utilisent les titres et qualités qu'ils ont par ailleurs au sein de l'État, c'est inacceptable.
On ne peut pas aller dans un meeting et dire que je suis le président du Sénat. Je suis le président de l'Assemblée nationale. Donc, ce mélange de gens, c'est pour tromper les Camerounais. Et recourir à l'origine ethnique, instrumentaliser les traditions, c'est pour tromper ceux qui ne savent pas. Parce qu'en rien, mais alors en rien du tout, les traditions de l'Ouest ne peuvent être prises en compte ou bien appelées à la rescousse des gens du RDPC et de leurs alliés. En rien du tout. Parce que quand on regarde les valeurs traditionnelles de tous les peuples de l'Ouest, en quoi est-ce que ce que les organisateurs du meeting ou bien les bagarreurs de la basse peuvent être en conformité avec ces valeurs-là? Aucunement. Aucunement. Les valeurs des gens à l'Ouest, c'est le respect de la vérité. C'est le respect du bien commun. C'est consacrer sa vie à un travail qui profite à soi-même et à sa communauté. C'est défendre sa patrie. Qu'est-ce que ces messieurs et dames nous présentent? Une bagarre autour de la présence d'un individu à la tête de l'État. C'est tout. Ce n'est pas imaginable dans nos communautés que les gens s'étripent et se battent pour savoir qui va être le chef. Le chef, c'est naturel. C'est un processus qui est issu de la société qui donne un chef. Alors, si on commence à contester qui est le chef, cela veut dire qu'il y a un problème dans le processus. Ça veut dire qu'il y a un problème à la base. On ne peut pas venir nous dire que ceux qui s'attaquent au chef de l'État ont violé les règles traditionnelles, etc. etc. Alors qu'on sait tous que dans notre État, la désignation des gouvernants est une activité très contestable et contestée par ceux qui ont l'envie, ont des propositions de diriger le pays. Donc, il est important, cher monsieur, que les protagonistes sortent rapidement la question ethnique de ce débat-là et qu'on revienne à la question politique, celle de savoir est-ce que la présence de monsieur Biya à la tête de l'État peut devenir le problème central du Cameroun au point où on trouve des meetings et des bagarres comme celle de la basse. César Honoré, consolider l'unité nationale et la cohésion sociale pourrait passer également par l'épanouissement de l'être, de l'homme. Est-ce que c'est la préoccupation majeure de votre parti? Je pense que je voudrais paraphraser ici l'une des plus grandes volontés du président de la République lors de sa prestation de serment. Et je pense que dans cette analyse, il avait pris un certain nombre d'éléments en compte. Et bien avant, et dans sa profession de foi, il émettait le vœu que plus que par le passé, il était question qu'il donne une place importante aux femmes et aux jeunes. Tout à l'heure, j'étais un peu très embêté par rapport à la prise de parole d'un privilégié qui est sur ce plateau, qui n'est autre que mon voisin le plus proche, monsieur le maire Maboula, maire de Yabassi. C'est un privilégié de notre société. Si j'avais été à sa place, et si un jour j'ai la chance d'être à sa place, dans un débat comme celui-ci, je présenterai même au moins les 1% de mon bilan en tant que maire principal d'une commune, pas les moindres, de Yabassi. Mais lorsqu'on vient trouver des fuites en avant, de s'attaquer toujours à cela dont on veut prendre pour bouc émissaire, je n'ai pas pu assumer mon mandat pour des raisons, quelles que soient les raisons, mais le petit centime dont il a pu avoir devrait faire l'objet d'un bilan pour pouvoir se dédouaner auprès de ces populations qui lui ont fait confiance parce qu'il est élu maire par rapport aux frustrations de ces populations qui en avaient marre et qui n'ont pas voulu renouveler la confiance à notre parti qui voulait continuer dans certaines magouilles dont je ne veux pas pouvoir les citer ici. C'est comme ça la responsabilité. Si les privilégiés s'il faut parler des privilégiés, il en est un. Et le premier privilégié de Yabassi. Quand je l'ai dit, je voudrais dire que le message qui ressort de l'Ouest, il est clair. Bien avant l'Ouest, nous avons vu des ressortissants de l'Ouest dans la ville de Douala qui sont allés rencontrer monsieur le gouverneur. Nous avons vu les représentants du centre-sud-est qui sont allés dans la même suite. Nous avons vu les ressortissants de la région dit littoral qui l'ont fait. Je pense que c'est une suite logique
Ne nous trompons pas, M. Sanjo. Nous sommes dans un débat. D'aucuns diront que nous sommes dans une fin de règne et autres, certes, mais je pense que nous avons encore 6 ans et quelques mois à supporter cela. Et pour le faire, nous avons une belle tradition. Moi, je suis un traditionnaliste. J'ai été éduqué par des valeurs traditionnelles. On ne m'a pas appris à taper sur les vieux. Le respect pour les aînés est primordial. Il est fondamental. Aujourd'hui, on veut nous entraîner dans une espèce de question d'alternance au pouvoir. À ce que je sache, notre président national ne s'est jamais considéré comme un immortel. Il partira un jour. Mais bien avant cela, il y en a qui ont profité de ce pays et qui ne veulent pas rendre compte. Il est au courant. L'heure du bilan, se sentant très proche, certains veulent nous embrouiller avec des bagarres politiques qui n'ont pas de sens. Nous sommes passés à une élection présidentielle. Il y a un président qui a été élu, il y a eu un deuxième, il y a eu un troisième, il y a eu un neuvième. Et je tiens à le rappeler, on a vu des coalitions. Mais jusque-là, ça n'a pas donné le fruit escompté. La bataille politique, il y a 2 alternatives, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et ceux qui n'ont pas eu doivent rentrer se préparer pour les prochaines batailles. Aujourd'hui, on veut nous amener à un certain débat tribaliste, ethnique, économique, sociologique, qui n'aide pas le citoyen qui nous suit en ce moment. J'aurais bien voulu un jour que monsieur le maire, qui est un privilégié, il n'est pas maire du ADPC, mais il est maire d'un parti concurrent, puisse ne serait-ce que donner les bribes de son secret. Comment a-t-il fait, en tant que parti d'opposition, être maire parmi les 360 communes qui existent dans notre pays? Voilà comment est-ce qu'on édifie une nation. Voilà comment on éduque une nation. Aujourd'hui, ne perdons pas de vue. Mes frères de l'Ouest, mes frères et sœurs de l'Ouest, il y a un réel problème. Et si la première élite se lève, pour pouvoir le dire, un message subtil qui est passé hier par rapport au chef de la délégation régionale, à la personne de M. Bobodia, vous pouvez comprendre qu'il est déjà à son agresse, il était embarrassé. Soit de s'agresser à la deuxième personnalité de ce pays, soit de s'agresser à la première élite de l'Ouest. Et l'angle choisi était de s'agresser à la première élite de l'Ouest. Et dans la suite, il a dit qu'il était important, l'Ouest a tout eu de ce pays, de ce régime dont ils veulent aujourd'hui traiter de tous les maux, et qu'il était important de se désolidariser de ceux-là qui, contre vents et marées, veulent nous faire vivre un débat tribal. Et pourtant, quand on parle de la tribalité aujourd'hui, on veut nous faire un délit de faciès. Mais non. Monsieur Sanjo, est-ce que vous vous rendez compte? Nous avons des gros opérateurs économiques dans ce pays, ressortissants de cette région-là. Si je vous prends l'exemple du marché Mbopi, je vous prends le carrefour Arnaud, c'est concerne Douala, qui est le plus grand marché de la sous-région d'Afrique centrale. Vous trouvez des gens qui vous montent 2 immeubles en milliards, en termes de milliards. Mais à l'intérieur, nous avons des employés, ou 2 ou 3 employés, qui en moyenne dépassent le SMIC, mais qui sont à l'impôt libératoire. Il était donc question hier de pouvoir dire aux uns aux autres, on sait ce qu'on fait. Si on nous laisse faire, ce n'est pas parce qu'on est trop fort, mais c'est parce qu'à un certain moment, nous devons rendre gorge. Donc, il est important aujourd'hui que les uns et les autres sachent que ce qui se faisait hier, ce n'est pas parce que les autres étaient ignorants. Et donc, l'appel est de revenir à la calmie et de se désolidariser de ceux qui pensaient qu'on prend le pouvoir par la rue. Merci César. Un mot sur cette première thématique, Jacques Maboula-Bouya, peut-être pour sortir, unité nationale, cohésion sociale. Vous aviez évoqué la décentralisation comme l'une des panacées. Autre solution? Je suis très amusé parce que ce que la politique permet de faire très maladroitement, souvent c'est la cohabitation des classes. Et à l'indexation de mon voisin de droite,
je peux dire une seule chose, la veste et la cravate masquent très mal l'inconfort intellectuel des uns et des autres. Et quand on a un minimum de jugeote, on sait très bien, si on a fait au moins le primaire, qu'un sujet se développe en introduction, corps du sujet et conclusion. Et je ne pense pas qu'à l'ordre du jour, dans cette thématique, nous parlons du bilan des maires. Nous parlons de la cohésion sociale Et de l'unité nationale. Ceci dit, il viendra un moment pour ce genre de sujet. À ce moment, je me prononcerai. Je peux comprendre que au sein du RDPC, on est dans la tactique de la dissuasion permanente et du débat sur les individus. Je suis très à l'aise quand vous voudrez vous parler de mon bilan de maire et de ma relation avec mes populations. Pour revenir au sujet du jour, je voudrais dire une chose. Quand on aime ce pays, on ne fait pas du débat partisan. Je mène un débat républicain au-delà des clivages. Je mène un débat qui met le citoyen au centre et les gouvernants au cœur de la responsabilité. Il s'agit de cela. Et j'ai dit ici aujourd'hui, tant qu'on va vouloir noyer le poisson, il viendra un jour, le poisson remontera à la surface. Parce que c'est son milieu. On ne peut pas éternellement dire que le Cameroun va bien parce que Paul Biya, il est beau, il est élégant, et c'est ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mon cher ami. Il s'agit de savoir comment on fait pour que les Camerounais reprennent confiance à celui qu'ils avaient choisi le 6 novembre, etc., sur les autres années qui ont suivi. Aujourd'hui, ça ne va pas. Vous dites une chose et son contraire, parce qu'en même temps, vous dites qu'il y a un immeuble qui pousse de 2 milliards, les gens sont à l'impôt libératoire. Mais c'est de ça que nous parlons. Quelques privilégiés veulent nous enflouer et nous donner le sentiment que le Cameroun se porte bien. Je dis non. Quelques individus sont là, ils sont cumulards. Je crois que c'est un de vos frères de parti qui le dit. Ils sont PCA, ils sont ceci, livreurs de poteaux électriques et tout. Ils instrumentalisent quelques populations avec des billets de banque pour venir marcher. Je dis non, il faut que ça cesse. Vous ne pouvez pas marcher alors que vous ne savez pas comment la rentrée scolaire va se passer pour vos enfants. Vous pouvez marcher alors que vous ne savez pas comment votre enfant sera soigné demain. Vous ne pouvez pas marcher sur des rues qui ont des nids d'éléphants, si je puis dire ainsi. Vous pouvez pas marcher quand vous irez dormir avec une lampe tempête. Vous ne pouvez pas marcher quand vous n'avez même pas de quoi soigner vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi la République en est arrivée là? Pourquoi certains sont obligés de traverser Melilla et Ceuta pour se retrouver en Espagne, aux États-Unis, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. On se dit comment faire pour que le Camerounais aujourd'hui n'ait pas pour seule alternative l'immigration clandestine. Comment on fait pour que les gars ne partent plus de Bafia pour venir se retrouver à Yaoundé, Douala, etc., à faire des clopinettes pour vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne s'appelle pas RDPC, ça ne s'appelle pas MRC, ça ne s'appelle pas Alliance Républicaine, ça ne s'appelle pas UDC, ça s'appelle la République, mon cher ami. Et il s'agit de passer d'une république virtuelle, comme c'est le cas aujourd'hui, à une république réelle. J'en ai terminé, je vous remercie. Très bien. Rapidement, Lazare Collion, sur cette première thématique, est-ce que la solution de l'équilibre régional a aujourd'hui démontré ses limites? Écoutez, je ne sais quoi vous dire parce que ce concept d'équilibre régional, j'ai une autre vision de ce concept-là qui pour moi est bonne et mauvaise. Ouais. Elle est bonne effectivement parce que ces régions ont pris l'avance sur les autres en termes de développement. Parce que le développement, c'est aussi une affaire d'élite, de personnes à des postes de responsabilité, parce que ça entraîne quand même un certain nombre de moyens d'État qui sont mis à la disposition de ces personnes. Mauvaise conception parce que dans le choix des uns et des autres pour placer à des postes de responsabilité, pour donner donc cette impression d'équilibre, en réalité, les élites ne font pas de bons choix. Ce n'est pas les bons représentants qui sont envoyés dans ces écoles de prestige. C'est souvent une reproduction mécanique d'un système. C'est-à-dire qu'un ministre, un DG, va envoyer les noms de sa progéniture, de ses cousins.
Donc voilà un peu ma vision. Je voudrais quand même dire rapidement quelque chose sur la solution de ce que la tradition peut apporter dans le vivre ensemble. Alors nous, à la DSC, tout à l'heure j'ai indiqué que nous avons une solution au niveau économique avec un organe qui se charge de monter les projets. Nous avons également parmi les organes de la DSC ce que nous avons appelé le Conseil des sages. Vous savez, la mondialisation a eu ceci de négatif, que les populations ont eu un sentiment de rejet de certaines valeurs ancestrales qui avaient jusque-là donné un certain résultat. Tout à l'heure, on parlait de l'arbre à palabres qui, dans nos contextes, permettait aux uns et aux autres de s'asseoir pour résoudre nos problèmes. La commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui existe depuis quelques temps peut, par exemple, s'inspirer de ces vieilles idées-là, entre guillemets, qui sont ancrées dans nos valeurs. Et nous, à la DSC, c'est que nous, on promeut. On voudrait revenir vers nos valeurs ancestrales pour apporter des solutions à nos problèmes. Le vivre ensemble, comme je l'ai dit, ne se décrète pas, hein, comme l'a dit notre panéliste, ne se décrète pas à Yaoundé. C'est à travers la gouvernance, la bonne gouvernance, qu'on peut résoudre ce problème de vivre ensemble. On ne va pas résoudre le problème de vivre ensemble à travers des meetings. Le vivre ensemble se vit au quotidien. Et le concept de vivre ensemble, en réalité, en tant qu'individu, citoyen, pour moi, c'est un peu rébarbatif en réalité, puisque les Camerounais ont été toujours ensemble. Il s'est posé simplement un problème depuis quelque temps, effectivement, avec cet écart qu'il y a eu entre une élite dominante économiquement, financièrement, et la grande base qui est restée clochardisée. Et donc, si nous voulons véritablement lutter contre les mauvais aspects de cette gouvernance pour implémenter un bon vivre ensemble, il faudrait revenir aux sources, aux valeurs culturelles, le partage, parce que chez nous, l'homme soudano-sahélien, par exemple, le partage, c'est une valeur cardinale. Dans nos traditions, par exemple, vous n'allez pas passer à côté d'une maison, trouver des gens en train de manger sans que vous vous associez à eux. C'est des petites choses qui en réalité méritent d'être, j'allais dire, reproduites au niveau national. On parle du partage du gâteau. Est-ce que quelqu'un qui a une part importante de ce gâteau-là ne devrait pas céder une toute petite parcelle pour que celui qui est à côté, qui ramasse les miettes tombées de la table, puisse également se satisfaire? En réalité, à la DSE, nous voulons, comme l'a dit un célèbre politique, de l'eau potable pour tous et non du champagne pour quelques privilégiés. Je voudrais évacuer quelques SMS pour que nous prenions la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Il est important de relever que l'ouest du Cameroun n'est en rien responsable du sous-développement accablant qui caractérise notre pays. Encore moins, j'ai du mal à suivre par la suite au pouvoir. Le pouvoir doit donc faire un examen de conscience, essayer de clochardiser les Camerounais. C'est Stanislas de Garoua qui nous a écrit ce message. Le maire de Yabassi a tout dit, je cite, il faut partir d'une république virtuelle à une république réelle. Je vais en évacuer, j'en ai reçu tellement, hein. Je vais essayer de les évacuer de manière progressive. Un autre SMS. Alors, bonjour aux présentateurs et aux panélistes. Qu'en pense M. Sambaka à un passage du discours de M. Kuité qui a confirmé que les élections se sont bien passées au Cameroun occidental? Il n'a pas corrigé ce lapsus très grave. C'est Mbala. Mbala, votre message, vraiment j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Hein. Greeting to the panel, special thank you to the Mayor of Yabassi, Mr. Sambaka. Please educate Ms. Cesar not to cover us with CPDM's work. They are failing us drastically. We cannot have time to CPDN any longer. Césou Ouzeni de Kumba qui nous a écrit ce message. La démonstration de force est archi faux. C'est la force de la démonstration en monnayant la mobilisation des couches vulnérables.
c'est antipatriotique, comme le but recherché, c'est de vouloir récupérer les militants sympathisants du MRC, que les leaders du RDP se trompent dans leurs idéologies. Embastiller les leaders d'opinion d'un parti politique et sortir dire aux gens de vivre ensemble est une sortie sans objet et sans substance. Je vais en prendre un autre SMS. Salut à vous sur le plateau, je m'appelle Féou Adama, je suis à Fumbot, le gouvernement Biya. Alors je reprends ce message parce que vous l'avez repris. Salut monsieur Sambaka, courage, bonne continuation, Sadamou Ndioya. Et le monsieur qui nous a retiré de l'esclavage ici dans le Noun, Féou, qui a écrit cet autre message. Je vais évacuer peut-être un dernier message. Les politiciens instrumentalisent, tout a une fin, c'est la politique, la décentralisation va aider. Je vais évacuer au fur et à mesure vos réactions, vos multiples réactions, et votre fidélité nous honore d'ailleurs ce dimanche. Prenons rapidement sans transition la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour. Cyril Sambaka, nous parlons cette fois-ci de la prorogation du mandat des conseillers municipaux. On s'achemine vers l'arrimage, dit-on, du calendrier électoral, mais est-ce que ce calendrier électoral au Cameroun est désormais clair pour nous? Pas du tout. Je suis désolé, pas du tout. Parce que voilà, moi je pense qu'il faut partir des choses simples pour que les gens comprennent bien. On a prorogé les mandats d'1 an. Est-ce que vous, comme moi, un panéliste ici peut vous dire pourquoi on a prorogé? Est-ce qu'on a atteint l'objectif pour lequel on a prorogé d'1 an? On ne l'a pas atteint sûrement, on ne le connaît même pas. Maintenant on proroge encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont épuiser la loi, ils vont retourner à l'Assemblée nationale. On va modifier même la Constitution pourvu que ce soit prorogé. Nous nous acheminons vers des mandats éternels. Parce que le vrai problème du Cameroun, c'est de trouver des solutions. Si nous n'avons pas pu respecter les délais, et Dieu seul sait ce qui était énoncé, on va mettre en place la décentralisation. Donc, chaque candidat à la mairie, chaque maire se voyait déjà en train d'entrer dans le plein développement. Or, aujourd'hui, c'est le statu quo. Et je ne suis pas sûr qu'avec les difficultés que traverse le Cameroun, avec la centralisation des caisses et autres, ces maires-là n'auront pas à baver d'ici à ce que leur mandat soit remis en circulation. Donc, moi, je pense que la décentralisation est le premier adversaire de notre gouvernement. C'est la raison principale pour laquelle elle a été faite en 1996 et qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore implémentée. Un petit exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Nous sommes passés à l'Assemblée nationale l'autre jour pour voter 2 lois. Prenez ces lois. Vous allez vous rendre compte que ce sont des lois qui viennent renforcer la centralisation, instaurer le bicéphalisme et créer des conflits permanents. Parce que quand on parle de décentralisation, ça veut dire qu'en face, on a une personne qui est élue, qui est responsable, qui a un budget et qui développe sa commune, s'il s'agit de la commune, sa région, s'il s'agit de la région. Mais dans le cas d'espèce, moi je ne suis pas maire, mais le maire Maboula est là. Lui-même, il est conscient qu'il aurait pu faire beaucoup de choses en dehors de ce qu'il a fait. Si cette décentralisation était effective, n'ayons pas peur des choses. Vous savez ce que le gouvernement a répondu? Oh, parce que les maires, là, ils pourront gérer l'argent. Parce qu'eux, ils gèrent l'argent bien à Yaoundé. Tous ces détournements, tous ces gens qui sont à Kondengui, ce sont des élites de Yaoundé. N'est-ce pas? Mais on trouvait que les 360 maires ne sont pas assez mûrs pour gérer, n'est-ce pas? On ne leur demande même, on ne leur donne même pas de l'argent. C'est un budget, vous comprenez, qui est contrôlé, qui est approuvé. C'est prédéfini. Donc, à partir de ce moment-là, on a peur de quoi? Donc, il faut être clairvoyant dans tout ce qu'on fait. Les élections n'ont plus de calendrier, c'est terminé. Le Cameroun n'a plus de boussole. Le Cameroun, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, nous n'allons pas comprendre les enjeux de demain.
Et nous n'allons pas comprendre pourquoi on doit se solidariser pour sortir ce pays de la misère. Le bavardage de ceux qui nous gouvernent nous a amenés où? Ils parlent jusqu'aujourd'hui, ils parlent. On ne voit rien venir. On ne voit rien s'améliorer. Et vous voulez qu'on reste les bras croisés? Parce que nous n'avons pas d'enfants, des petits-enfants qui vont venir après nous? Quel sera notre bilan? Ce sera notre bilan à nous tous. Ce sera notre bilan à nous tous parce que on dira de 1900 tel à 1900 tel, mon grand-père vivait. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors moi je dis, il faut d'abord que les communautés prennent conscience qu'avec toute l'expertise que le RDPC a, le RDPC doit systématiquement aller à l'opposition pour jouer ce rôle. Et les autres doivent venir gouverner. Parce que c'est ça l'alternance. On est fatigué. Jean-Baptiste, sur cette question du calendrier électoral, vous avez également le sentiment, effectivement, qu'on n'a plus de boussole, comme l'indique Cyril Sambaka? Pas du tout. Une fois encore, comme on disait tout à l'heure, les enjeux ne sont pas les élections. Les choses fondamentales, ce n'est pas les élections, M. Mbaka. L'enjeu fondamental aujourd'hui de notre société, c'est de mobiliser les Camerounais pour que le pays change. Et ce n'est pas seulement avec les élections qu'on peut changer un pays. Avec quoi d'autre? Par tout moyen. Avec quoi d'autre? Par tout moyen. Et suivant les circonstances, on choisit. En 90, de 90 à 92, avant que les élections n'interviennent, le pays changeait. Il n'y avait pas d'élection. L'UPC a mené son combat de 1948 à nos jours. Elle n'a jamais pu avoir ne serait-ce qu'un conseiller municipal. Pourtant, elle a contribué à changer le Cameroun d'une certaine manière. Et pas seulement le Cameroun, les pays d'Afrique, le monde dans une certaine mesure. Donc, ne nous bloquons pas sur le calendrier électoral qui est certes important. Mobilisons les Camerounais autour des questions essentielles. Parce qu'il y ait des élections ou pas, le pays va continuer à vivre. Donc, ce qui importe, c'est de se mobiliser pour changer la manière dont il est gouverné. Parce que lorsque vous dites, oui, il nous faut l'alternance, vraiment, ceux-là, ils ont déjà mis long, etc. Ça veut dire que la manière dont ils gouvernent et les problèmes fondamentaux que pose leur gouvernance ne vous posent pas problème. Parce que les détournements, ce n'est pas la conséquence d'autre chose que les choix politiques que ces gens-là ont fait. La concentration du pouvoir, ce n'est pas autre chose que la conséquence du choix politique que le pouvoir central a fait. On peut parfaitement décentraliser la dictature. On peut envoyer, parce que visiblement vous êtes très soucieux de recevoir pour Fouman ou bien les communes que vous dirigez l'argent que la commune attend pour développer. Mais on peut parfaitement dupliquer ce qu'on fait à Yaoundé, à Fumban, à Douala, à Yaoundé et partout ailleurs. Donc attaquons-nous à la racine du problème. Parce que si la racine du problème est détruite, alors le problème ne pourra pas vivre. Mais lorsqu'on s'attaque aux branches, aux feuilles, et qu'on laisse les racines, l'arbre continue à grandir, à se consolider. Donc cette affaire d'élection, nous nous en préoccupons, mais nous disons aux Camerounais que ce n'est pas le jour de la finale qu'on doit s'échauffer. C'est un long championnat pour lequel les Camerounais doivent savoir qu'il y aura des étapes, il y aura des matchs allés, il y aura des matchs retour, il y aura des matchs perdus, il y aura des matchs gagnés. Mais si on veut simplement jouer la finale, c'est-à-dire l'élection, on peut être sûr à 99% qu'on va perdre. Parce qu'une équipe qui s'en va jouer simplement la finale sans avoir joué les éliminatoires, sans avoir connu les difficultés de chaque étape du championnat, elle peut être sûre que les autres équipes qui sont mieux préparées vont la battre. Donc, lorsqu'on déplace le problème du Cameroun sur le terrain uniquement des élections, excusez-moi, ça aide certes certains partis à gagner un peu en visibilité, à gagner quelques communes, à gagner des postes de députés, mais ça n'aide pas le Cameroun à changer. Ce n'est pas les élections seules qui peuvent aider notre pays à changer. Nous souhaitons que la mobilisation électorale se fasse autour de choses simples, que les plus jeunes, dès lors qu'ils peuvent aller en prison à 18 ans, qu'ils soient inscrits sur les listes électorales de manière automatique. Ça nous économise l'argent des inscriptions, toute la publicité qui est faite autour, tous les moyens colossaux qui sont déployés pour ce faire. Ça diminue drastiquement les fraudes, parce que dès lors que quelqu'un a une carte, il est enregistré avec un numéro, et que c'est son numéro
le reste des opérations publiques, on peut organiser des élections plus sereines. Mais focaliser le débat politique autour des élections. Je vais répondre à une question. Oui, vous répondez à une question. Et c'est pour cela que je vous reprends, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres partis qui pensent cela. Nous avons dit par exemple que il était plus important de résoudre la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que d'aller aux élections. Il y en a qui nous ont dit non. J'étais Jean-Baptiste. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous donner raison entre l'élection présidentielle et la résolution du conflit Nord-Ouest et Sud-Ouest? Si vous demandez aux Camerounais, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Les élections? Très bien. César Honoré, prorogation du mandat des conseillers municipaux. Cela précède évidemment la décision qui a été prise par le Parlement à la suite de la soumission d'un projet de loi qui portait prorogation du mandat, cette fois-ci, des députés. C'est quasiment la deuxième prorogation. Certains ont au fait de dire que bientôt le chef de l'État risque de manquer de barre à faire. Permettez-moi d'esquisser ce petit sourire parce que je pense qu'il est dans son rôle. Et la prorogation est d'abord due du fait de l'insécurité dans notre pays. Et bien avant cela, je voulais rassurer l'aîné, monsieur le maire Maboula. Pour moi, il est modèle, bien que l'inconfort intellectuel dont il veut parler. C'est aussi ça le jeu démocratique, c'est aussi ça le jeu politique. On ne devrait pas toujours s'attendre à voir son équivalent. La politique a quelque chose d'incohérent. Et à ce fait, je pense que je fais partie des personnes qui s'abreuvent presque chaque jour, chaque semaine, à ces écrits et qui me permettent aujourd'hui de me doper de jour en jour pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir trouver un argumentaire politique et pouvoir l'utiliser pour mener un certain nombre de combats. Donc, qu'il soit rassuré, l'éducation, la gloire, hein. Il peut commencer comme ça et finir. Qu'il soit rassuré, hein. l'éducation politique que je ressors à RDPC ne me permet pas d'être sur un plateau et de manquer du respect à un aîné. Voilà. Donc, parce que j'ai voulu tout simplement aller dans sa même logique, parce qu'il a parlé des privilégiés. Et mon parti s'est senti indexé. Voilà. Et sur ce plateau... Ce devoir d'humilité est donc fait. Le calendrier électoral est dans Oui, je voulais chuter par là en lui rassurant que sur ce plateau, merci César, je n'arrive pas à pied. C'est bien également des intellectuels qui trouvent normal que je vienne m'asseoir à côté de vous. César, on va voir. Quand je l'ai dit, au niveau de la prorogation des mandats, je voudrais rassurer les uns les autres, ce n'est pas du fait que le président veut, c'est pas de son fait. Nous avons un certain nombre de situations politiques, sociopolitiques qui ont conduit à cette prorogation. Et je pense que selon la Constitution, il devrait aller jusqu'à 18. Il a jusqu'à 18 mois. 18 mois. Donc là, nous sommes à 16 mois. Et je pense qu'il est important, il a sollicité le dialogue national. Il s'est positionné en mandant de la paix. Je pense que d'ici là, si toutes les conditions sont réunies, de toutes les façons, nous, dans le RDPC, nous sommes prêts. Et même si c'est demain, nous sommes prêts à aller aux élections. Mais toujours est-il qu'il faut prendre en compte toutes les composantes de notre société, y compris les deux régions fragilisées, le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont subi un déplacement assez important. Donc il est normal qu'on revienne à la calmie. Et qui est même ce dialogue dont il a envoyé l'un de ses premiers ministères, qui est le Premier ministre actuel, et dont on a vu l'engouement que cela a suscité. Donc il est important, tant que les services des différentes sources d'information et de renseignements ne rassurent pas que nous pouvons y aller, je pense qu'il est important que nous mettions tous la main à la pâte afin que nous n'ayons pas notre prorogation. Mais nous tenons... Pour chuter rapidement, parce que je regarde l'horloge, ça tourne très vite. Oui, donc... s'il vous plaît, notez quand même que le gouvernement n'a jamais parlé de problème de sécurité pour envoyer les élections. Non, si le RDPC nous révèle enfin pourquoi le gouvernement... Non, nous ne vivons pas... ne parle pas du tout de... Nous ne vivons pas dans deux pays. Nous avons deux régions qui sont en crise. Et je pense que les 360 communes du Cameroun sont... Ces deux régions ont à peu près plus d'une dizaine de communes concernées. Donc si nous allons à l'élection en les excluant, vous voyez qu'on est en train de plus en plus de fragiliser. Et le président s'est mis dans une posture... Jacques Maboula, sur cette question rapidement, sur cette question de la prorogation du mandat des conseillers municipaux, c'est une solution inévitable, mais est-ce que cela rend lisible le calendrier électoral? Solution, pas vraiment, mais situation. J'aurais dit une chose, et pour que les gens comprennent très bien. Quand une voiture a cassé son capteur,
voit une seule raison. C'est pas forcé pour arrêter. C'est s'arrêter pour remédier à la crise. Et la crise anglophone, je le dis en tant que cette fois-ci gestionnaire, elle nous coûte énormément cher. Elle nous coûte cher parce qu'on n'arrive plus à atteindre nos objectifs financiers. Vous allez à la trésorerie, il n'y a pas d'argent. Il y a plein de choses qui ne se font plus. L'État perd énormément d'argent. Et puis, d'un point de vue purement politique, au regard du thème qui a précédé, qui était l'unité nationale, ce serait maladroit pour un responsable politique comme le chef de l'État d'organiser des élections sur une partie du territoire. Ça voudrait légitimer la sécession. Ça voudrait donner raison à tous ceux qui pensent que nous sommes nous sommes dans deux pays différents. Je dis, aujourd'hui, en tant que manager, il y a une urgence. Arrêter l'hémorragie financière, arrêter la rupture sociale qui est entre nous et la communauté anglophone, et faire en sorte que d'urgence, il y ait une plateforme de discussion pour partir sereinement aux élections. Ceci dit, il est urgent pour le président de la République, le gouvernement de la République, d'appeler ce dialogue inclusif en utilisant tous les moyens possibles. Que la diplomatie se mette en action parce qu'en fait, il y a une bataille diplomatique derrière cette crise. Cette bataille diplomatique est vicieuse. Elle ne regarde pas la paix du Cameroun sur les années qui suivent. Elle regarde l'exploitation du Cameroun sur les 50 prochaines années. Et je pense que le président Paul Biya a l'expérience nécessaire. Il a les cordes nécessaires pour aller dans les réseaux, faire en sorte que ceux qui sont derrière cette crise arrêtent. Et pour terminer, je voudrais dire que les pays qui se disent amis du Cameroun devraient désarmer les sécessionnistes s'ils veulent réellement qu'il y ait la paix. Parce qu'on sait d'où viennent les armes, d'où viennent les munitions. C'est pas par le discours, l'appel au dialogue, qu'on va imposer au Cameroun de dialoguer. Ce ne sont donc pas nos amis, monsieur le maire. Je vous laisse le dire. Un mot sur la question de la prorogation, Lazare, rapidement, parce que malheureusement le temps est parti accordé à ce programme qui vers son terme. On dira peut-être un mot sur la dernière thématique. Un mot sur la question du mandat des conseillers municipaux. Alors déjà, je suis d'accord qu'effectivement la prorogation est un acte légal reconnu au président de la République qui a 18 mois de possibilités pour que ces élections se tiennent. On est déjà à 16, comme disait le président Sambaka. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que les conditions dans lesquelles effectivement les élections doivent se tenir, ces conditions-là, est-ce que ces conditions-là pourront être remplies d'ici là? La crise sécuritaire, César l'a dit que la prorogation est due au fait qu'effectivement on traverse une crise de sécurité dans les deux régions anglophones du pays. Mais est-ce que cette crise-là va être résolue d'ici quelques mois? Parce que elle dure quand même depuis 3 ans. Les démarches du dialogue national sont en cours, mais on ne voit encore rien de concret. Ma peur, c'est qu'on en arrive à un vide juridique, parce qu'après 18 mois, si les conditions ne sont pas réunies, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer par l'Assemblée pour modifier la Constitution, pour donner la possibilité au président de proroger, j'allais dire une fois, le mandat, ou alors allons-nous, j'allais dire, de fait, connaître les prolongations comme certains pays avant nous. On a quand même vu dans certains pays où effectivement les mandats des élus a connu une rallonge de manière indéfinie en RDC. On a vu même qu'il y a eu un décalage de l'élection dans certaines régions. Le reste du pays a connu l'élection, mais on a prorogé, on a repoussé l'élection dans cette région parce qu'effectivement les conditions n'étaient pas réunies. Est-ce qu'on va en arriver là? Je pense que c'est une question que les législateurs et les juristes devraient se pencher pour que nous soyons tous dans la légalité après les 18 mois. Cyril Sambaka, je voudrais qu'on sorte avec la dernière thématique, mais on dira un mot là-dessus, puisqu'on est dans la mouvance effectivement de la prorogation. Le contexte sécurité semble prêter le flanc à cette prorogation-là. Mais est-ce qu'on n'a pas désormais les coups de France pour faire un recensement de la population? Est-ce que ce n'est pas
indispensable aujourd'hui? Non, on n'a pas la volonté. Le gouvernement n'a pas cette volonté. C'est là, il n'y a jamais eu de recensement au Cameroun. On a commencé chaque fois à faire des recensements, et puis ça s'est arrêté en chemin. On n'a pas eu le bilan. Si on va voir les recensements, non. Pour faire des recensements, il faut déjà que le gouvernement lui ait la volonté de faire des recensements. Parce que les recensements, là, c'est ça la base, c'est ça la fondation Cameroun. C'est à partir de ces recensements qu'on va faire des politiques. C'est à partir de ces recensements qu'on va pouvoir miser pour projeter l'avenir. Vous voyez? Or, nous sommes dans un flou terrible. Et c'est la politique qui vient nous mettre dans cette situation. Pourquoi? Parce que les découpages électoraux, cela se fait de manière mystique, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors que ça devait se faire sur des bases scientifiques comme le découpage. Quand on parle de recensement, ça veut dire qu'on veut bâtir quelque chose, on veut projeter quelque chose. Mais chaque fois que nous avons parlé de recensement au Cameroun, vous avez constaté que parfois ça a commencé, ça s'est arrêté en chemin, parfois on n'a pas communiqué les résultats, parfois tout le monde sait que les recensements, les chiffres qu'on nous donne, ce sont des chiffres qui sont faux. Maintenant, si vous vous basez sur des chiffres faux pour bâtir une politique économique, pour bâtir une politique sociale, vous avez tout fait faux. Jean-Baptiste, recensement de la population, est-ce que cela s'impose avant les prochaines échéances électorales? Comme on l'a dit pour les élections, c'est quelque chose qui peut parfaitement attendre, vu les urgences réelles du pays. Donc si on veut faire les élections, si on veut faire le recensement parce qu'on veut mieux faire le découpage électoral, c'est que c'est quelque chose de proprement insensé. Le Cameroun n'a pas actuellement besoin prioritairement de décompter le nombre de ses habitants, la répartition géographique de ses habitants, pas du tout. C'est certes une opération extrêmement importante pour les politiques de développement, mais avant d'y arriver, il faut d'abord pouvoir laisser les gens vivre chez eux. Vous n'allez pas décompter des gens qui sont en vadrouille comme on a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une fois encore, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donnons au Cameroun la possibilité de se retrouver et de se réconcilier avec lui-même. Et à partir de là, toutes les politiques que l'on pourra déployer vont réussir merveilleusement parce que les Camerounais sont des gens intelligents et travailleurs. César, mais ne sur cette renversons pas l'ordre question, des choses. sur la question du recensement de la population, on attend toujours les résultats du 4e recensement qui n'a finalement jamais vu le jour. Oui, le recensement c'est certes important, mais il n'est pas indispensable pour pouvoir passer à l'essentiel de la politique qui régule notre société. Donc je partage le même avis que mon précédent copanéliste qui s'est longuement prononcé là-dessus. Je pense qu'il est important qu'on passe aux priorités. Ouais. Le Cameroun a d'autres priorités que le recensement. Certes, il est important, mais il n'est pas indispensable. Donc on avance et qu'on puisse donner la possibilité à ceux qui ont la charge de pouvoir nous conduire à cette opération à l'échéance, de pouvoir bien la peaufiner et de pouvoir mettre tous les moyens possibles. Déjà que je pense qu'au niveau des identités et de tous les organes avec le bureau de l'état civil, je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis sur pied pour pouvoir mettre, comme M. Sambaka l'a dit, les fondements de l'état civil au Cameroun afin qu'on puisse avoir un fichier fiable. Parce que jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'implications et je pense qu'il était d'abord important de pouvoir assainir ce côté-là et maintenant lancer l'opération proprement dite. Maintenant, la vitesse peut ne pas être sollicitée par la presse, mais je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait de ce côté-là. Jacques Maboula-Bouya, sur la question du recensement de la population. Oui, justement, en matière de recensement, je suis désolé, mais c'est indispensable. Le recensement d'une population est indispensable. Parce qu'il permet de savoir le nombre que nous sommes sur le territoire et de planifier les différents objectifs en fonction du nombre démographique qui existe. Combien d'étrangers sommes-nous? Combien de Camerounais sommes-nous? Et ensuite, de programmer le bien-être. Le bien-être, vous avez 5 enfants, vous ne devez pas prendre un studio, parce que vos moyens sont limités.
Maintenant, quand vous avez 5 enfants, vous pensez à prendre une maison de minimum 5 chambres pour pouvoir permettre à chacun de vivre confortablement. Au niveau de la République, c'est la même chose. Si nous sommes 26-30 millions d'habitants, il faut penser déjà qu'est-ce qu'on va faire. Il y a les tranches d'âge également. Combien sont en moins de 25 ans? Combien sont à plus de 25 ans? Qu'est-ce qu'on va faire de ce flot de personnes? Donc, comment les circonscrire dans le territoire? Le nombre d'habitations qu'il nous faudra, le trafic urbain que ça va générer, les normes routières qu'il nous faudra d'une zone à une autre, eh bien, la politique publique, ça part dans ce sens. Lazare Collien, un mot sur le recensement de la population pour que nous sortons de cette émission ce dimanche. Alors, effectivement, en matière de développement, je dirais comme le maire Maboula que des chiffres objectifs et réels d'une population sont importants pour planifier le développement. Si vous dites que vous êtes 10 000 et qu'il faudrait un médecin pour 5 000, on va dire que oui, vous êtes dans les intervalles acceptables. Or, vous pouvez avoir plus de 10 000 avec un seul médecin. Et en termes de suivi médical, pour ne prendre que ce point-là, vous comprendrez que le bien-être ne peut pas être assuré. Sur le plan politique, c'est bien effectivement de cadrer les découpages au chiffre réel. Si une commune avait lors de dernière consultation 50 000 et qu'il fallait juste 25 conseillers, cette population peut être passée à une centaine de mille, de 200 000 peut-être pour rehausser un peu le niveau des conseillers et permettre effectivement qu'il y ait assez de compétences pour impulser le développement d'une localité. Et donc, je pense davantage que, comme certains, que les chiffres, les statistiques ne sont pas publiés ou bien on n'avance pas raisonnablement parce qu'on a des calculs politiques, parce que le politique, effectivement, cherche, fait des calculs pour ne pas concéder assez de place où il peut perdre, où il n'a pas les faveurs des votes, tenant compte effectivement du passé, des chiffres, j'allais dire, valablement exprimés en faveur de tel ou tel autre parti. Merci à tous d'être venus ce dimanche pour cette livraison de Politiquement Incorrect. Je vais remercier Cyril Sambaka, vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Cyril, bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également Jean-Baptiste Kétiantin qui venait pour le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci Jean-Baptiste et très bon dimanche. Merci également à César Honoré Ngamo qui était là pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Infiniment merci à Jacques Maboula Bouya, le président national de l'Alliance républicaine, par ailleurs maire de Yabassi. Merci Jacques d'être venu ce dimanche et merci également à Lazare Collien, le porte-parole de la dynamique septentrionale du Cameroun. Toutes nos amitiés à Sa Majesté Emmanuel Poué. Merci d'être venu également ce dimanche Lazare Collien. Restez sur les programmes de la télévision du Monde qui se poursuit. Bon dimanche à tous. Au revoir.